Voilà, l'Assemblée générale est maintenant terminée et là j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Madame Trottmann qui et pour vous présenter, j'ai vu que vous aviez vraiment un parcours multiple, vraiment avec une maîtrise de théologie protestante, avec vous êtes spécialiste de langue et notamment de littérature copte. Voilà. Vous avez été député, vous avez été secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, puis ministre de la Culture et de la Communication, maire de Strasbourg, présidente de la communauté urbaine de Strasbourg, députée européenne. Donc vous avez vraiment plusieurs facettes et vous avez évolué dans des environnements vraiment multiples. Et donc, vous avez accepté de faire une conférence auprès de nous sur comment remettre l'Europe en mouvement. Alors, c'est vrai que l'Europe, pour nous, c'est parfois un peu lointain, mais ça peut être aussi très très proche parce que le domaine du logement social est vraiment très impacté. Et on a pu le voir dans d'autres pays. Donc, nous sommes tous à votre écoute. Et encore, merci beaucoup. Préparez vos questions. Parce qu'on n'a pas tous les jours une intervenante de votre qualité. Je ne suis pas très grande. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous de m'accueillir ce matin un peu particulier, où sur France Info, sur toutes les chaînes de télé et de radio, on parle de l'intervention américaine en Syrie. Et je voudrais simplement, avant d'entamer le sujet et remettre l'Europe en mouvement, dire que mon propos va aussi s'inscrire dans ce contexte, puisque vous le savez, on le rappelle aussi, la France avait souhaité une intervention il y a déjà quelque temps, ce qui n'avait pas été possible puisque les États-Unis n'avaient pas rejoint la stratégie française. Aujourd'hui, on peut dire que la décision a été prise unilatéralement, mais elle emportera automatiquement beaucoup de conséquences et beaucoup de nécessité pour l'Europe de parler d'une seule voix et de pouvoir avancer, et je vais en dire un mot, dans de nouvelles compétences et dans de nouvelles stratégies. C'est l'un de nos défis. Et bien sûr, vous l'avez vu aussi avec le terrorisme, ce sont les lieux publics, les villes où habitent les gens qui sont touchés, qui sont les terrains de combat, mais ce sont aussi les villes, dans leurs centres, dans leurs moyens de transport, qui sont également visés par le terrorisme. Nous avons donc collectivement une responsabilité, puisque ce qui est recherché, ce n'est pas un combat d'armée, c'est de pouvoir impressionner l'opinion, de pouvoir l'attaquer en quelque sorte par les images, grâce aux images qui vont très vite. Et c'est ainsi aussi que l'on peut tester l'unité de réaction et en même temps aussi les capacités d'endiguer un tel phénomène. Pour notre pays, c'est important, parce que nous sommes en plus dans une période électorale, et que dans une période électorale, évidemment, on peut craindre, disons, une plus grande incertitude. C'est en tout cas ce que l'Europe craint en ce moment, et dans tous mes déplacements, comme je le fais à peu près chaque semaine, on attend que la France soit un pays stable, engagé toujours, motivé, dans la construction européenne, et un partenaire de tout instant, indispensable pour la défense aussi des frontières externes de l'Union. Je le dis parce que je travaille à l'heure actuelle avec la Commission européenne. En fait, le titre est un petit clin d'œil, parce que le mouvement, vous savez, je travaille sur deux sujets qui bougent. D'une part, le cinéma. Je préside le fonds Eurimage, qui réunit 35 pays sous l'égide du Conseil de l'Europe, et qui permet de soutenir les coproductions, la diffusion de films. Et il n'y a pas de meilleur miroir de la société diverse, globale, dans laquelle nous vivons, que le cinéma et que les films. Et nous avons besoin de ne pas oublier, je le dis ici à Strasbourg, qui est une ville qui a été touchée sur les questions d'identité, de culture profondément. La culture ne peut pas être écartée du sujet politique. Elle est même fondamentale dans le sujet politique qui nous occupe à propos de l'Europe. Le deuxième sujet dont je m'occupe,
et celui des mobilités. J'ai été désigné et validé par le Parlement européen après avoir quitté le Parlement en 2014 dans un vol plané mémorable. Je me suis retrouvé chargé du corridor nord transversal prioritaire en matière de transport et de mobilité entre Anvers, Rotterdam et Helsinki. Et je travaille à l'heure actuelle avec mes interlocuteurs finlandais, la Commission européenne et tout le groupe de gens qui y réfléchit sur la possibilité d'étendre ce corridor pour qu'il ne soit plus fini à Helsinki, mais qu'il puisse aller jusqu'au bout, au fond du golfe de Botnie, c'est-à-dire à mi-chemin avec le cœur de la zone arctique, qui est une zone dans laquelle, évidemment, vous retrouvez tous les interlocuteurs sympathiques, la Russie, les États-Unis, le Canada, les Chinois, qui commencent à s'y intéresser. Et pour vous donner, au fond, ce cadre-là, qui est un cadre très particulier, je le dis d'emblée pour qu'on comprenne bien mon propos quand il va s'agir de remettre l'Europe en mouvement. Cette question de l'Arctique, c'est une question climatique. La fonte de la glace, donc il faut reconnaître cette réalité du changement climatique qui a des effets énormes. Et je suis intéressé de voir, il n'en a pas encore parlé, mais comment le président nouveau des États-Unis va résoudre ce paradoxe et cette contradiction où il s'intéresse à cet itinéraire pour des raisons économiques et géostratégiques tout en niant l'impact du changement climatique. Il y a juste un petit sujet de cohérence. Ceci dit, c'est un sujet, en effet, climatique et donc environnemental, qui concerne l'avenir de la planète. C'est un sujet économique, puisque la route de l'Arctique permet l'accès aux matériaux, notamment tous les métaux rares dont on a besoin pour nos petites machines, comme les téléphones portables. Donc ce sont les mines, ce sont les minerais, c'est aussi des gisements de gaz en particulier, voire de pétrole, mais c'est en même temps aussi un raccourci de la route qui permet l'accès de l'Asie à l'Europe par la mer, lorsque la route est ouverte, comme aujourd'hui elle l'expérimente aussi par le rail, notamment avec la route de la soie. C'est en même temps un défi géostratégique, car la Russie demande, pour l'instant mezzo voce, de revoir sa zone qui définit ses eaux territoriales. Et si on revoit selon les normes qui définissent aujourd'hui les limites des eaux territoriales pour les pays qui ont une côte dans les différents océans et mers du monde, ça veut dire qu'ils vont un peu plus loin qu'aujourd'hui et qu'ils peuvent aller vers quelques archipels qui sont aujourd'hui, je dirais, dans l'escarcelle et sous l'autorité, sous la souveraineté d'autres pays. Je pense en particulier à la Norvège. C'est pour vous dire qu'il y a bien sûr ce qui se passe en Syrie, mais qu'il y a des sujets sur lesquels on parle moins, sauf quand on habite dans ces zones. Car ce qui s'est passé en Ukraine peut très bien se passer dans des pays du nord et de l'est de l'Europe. Nous n'avons pas de situation stable et sûre sur la durée. Je le dis, c'est un peu dur, mais je crois qu'on est dans un contexte où il faut le dire. Donc, s'occuper de transport, et en particulier d'un projet qui existe depuis à peu près l'entrée des pays baltes dans l'Union européenne et qui a été une promesse de l'Europe, c'est-à-dire de réaliser un train grande vitesse qui permette à l'écartement européen de joindre la Pologne, les pays baltes et la Finlande avec l'intermédiaire d'un ferry, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas de train volant ou de train amphibie, bien que les Finlandais défendent l'idée d'un tunnel, rapport à ce que nous expérimentons. Enfin, vous avez vu, on peut avoir le tunnel sous la Manche, ça ne nous a pas fait éviter le Brexit. Donc, nous avons aujourd'hui un sujet qui est cette connexion, cette possibilité de lier, en quelque sorte, une partie de l'Union européenne au reste de son territoire. C'est important. C'est une condition économique, d'abord. C'est aussi un élément qui fait partie d'un ensemble. Quand on est un espace,
un territoire que nous devons organiser comme tel en commun, eh bien, il faut aussi penser à toutes ces extrémités. Et je le dis d'emblée, dans cette introduction, l'Europe n'est pas seulement confrontée à la question climatique, au changement climatique, elle est confrontée aussi à un véritable sujet politique, celui justement du déséquilibre fondamental entre l'Europe du Nord, développée, qui s'en est bien sortie, qui a pu traverser les différentes crises sans trop de dégâts, pays qui ont fait l'effort de le faire, je pense à la Suède, je pense, mais même y compris à notre pays voisin, à l'Allemagne. Ce déséquilibre entre le Nord et le Sud, c'est aussi le déséquilibre entre l'Est et l'Ouest. Et ce déséquilibre macroéconomique est un facteur de crise et de tension, notamment par rapport à la capacité de l'Union européenne d'introduire davantage d'équité, d'égalité entre les citoyens et entre les États membres. Et vous le voyez avec le Brexit. Le Brexit est un cas tout à fait intéressant et un sujet d'actualité qui montre que la crise politique peut venir aussi d'un accès subi de souverainisme et en même temps aussi de victoire de partis populistes. C'est une décision qui s'appuie, et vous le voyez dans la stratégie de Theresa May, la première ministre britannique, qui provient de ce refus d'accueillir sur son territoire des travailleurs étrangers. Et vous avez une sorte de conjonction entre l'arrivée de réfugiés, avec ce que cela représente, d'abord comme charge pour l'Italie, comme charge pour Malte, comme charge pour Chypre, comme charge pour l'Espagne, c'est-à-dire tous les pays qui sont en bordure de Méditerranée et qui ont aujourd'hui cet afflux qui vient par bateau tous les jours par milliers et qui parfois disparaissent en mer, alors que nous n'avons pas eu, et je le dis d'emblée, c'est une faillite de l'Europe, une politique d'immigration commune. Pourquoi ? Parce que chaque pays a voulu garder la souveraineté en la matière pour pouvoir continuer d'avoir en quelque sorte sa décision sur qui entre, qui a le droit d'entrer, politique de visa, pas politique de visa, et procédure. Bien sûr, nous avons Schengen. Schengen, ça a été la décision de quelques États de pouvoir établir les conditions de circulation libre dans l'Europe. Tous les pays n'en font pas partie. Comme pour l'euro. Autre disposition qui a été mise en place sans que l'ensemble des pays y souscrivent. C'est ce qu'on appelle l'Europe à deux vitesses, c'est-à-dire l'Europe qui peut assurer un cadre qui est celui de l'état de droit, qui est celui de la loi, qui est celui de textes fondamentaux qui régissent la légitimité de ces décisions, comme la Charte des droits fondamentaux, comme ces traités. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas, et nous avons provoqué nous-mêmes Français une crise politique dont on n'est pas sorti, puisque si on a aujourd'hui cette montée du souverainisme et cette crise sur le retour, en quelque sorte, dans les frontières nationales, c'est aussi parce que nous avons, nous Français, refusé de passer le cap d'une souveraineté partagée. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains nous disent aimablement qu'il faudrait qu'on sache ce dont on parle. Quand on dit qu'on aimerait que davantage de pays européens soient solidaires avec nous lorsqu'on va au front et qu'on risque la vie de nos soldats, ce qui est légitime de la part de la France, mais quand on regarde comment, sur les objectifs fiscaux, quand M. Balladur, Premier ministre, a proposé à l'Europe ce fameux pacte de stabilité qui a été tant dénoncé et qui a été tellement débattu pendant le référendum sur le traité constitutionnel, que nous n'avons pas respecté. Et nous n'avons pas été les premiers à respecter jusqu'aux efforts récents, parce que sinon la France aurait été condamnée par la Commission européenne. Les Allemands nous ont dit « Vous êtes gentils, vous nous avez demandé de mettre le marque dans la corbeille de l'euro, on l'a fait. » C'était notre seul instrument de souveraineté que nous avions retrouvé après la Deuxième Guerre mondiale. Pas le droit d'avoir de politique culturelle à l'échelle fédérale. Pas le droit de s'opposer, c'est dans les textes fondamentaux de l'Allemagne, de s'opposer à quiconque veut rentrer dans ce pays. Pourquoi Mme Merkel s'est engagée sur les réfugiés? C'est un résultat de cette période. Parce que l'Allemagne, qui a été responsable d'un crime contre l'humanité, ne peut pas
ne peut pas et ne doit pas fermer ses frontières à quiconque a besoin d'entrer dans ce pays. C'est donc devenu un sujet national. C'est donc devenu un sujet sur lequel, bien sûr, il y a des déchirements politiques, mais moi je le vois à l'échelle des villes. Il y a aussi des dispositions qui sont prises. Il y a aussi, par exemple, à côté de Strasbourg, à Kehl, une société qui construit des bâtiments de chantier ou des bâtiments provisoires, qui a fait faire une étude avec un sociologue de Berlin et un sociologue de Strasbourg, des chercheurs ont mis au point une analyse sur les conditions d'intégration des réfugiés et le succès qu'ils pouvaient observer ou au contraire les échecs et les difficultés. Je le résume en quelques mots. Les réfugiés s'intègrent mieux lorsqu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, une personne seule s'intègre moins facilement. La solidarité familiale est fondamentale, elle est première dans l'intégration. 2, il faut arriver à séparer les femmes, les enfants et d'autres réfugiés qui peuvent s'en prendre à ces personnes plus fragiles. Il faut ensuite des lieux où on peut déjà apprendre la langue, rencontrer des associations, rencontrer des médecins de manière discrète et éventuellement aussi penser à une autre vie. Ces gens qui ont travaillé sur toutes ces données ont mis à la tête comme objectif de leur société, de leur entreprise, la réponse adéquate à la crise des réfugiés. En disant c'est notre responsabilité européenne, c'est notre responsabilité d'entreprise qui s'inscrit dans ce cadre, c'est un défi européen, on y répond mal, nous devons apporter des solutions. Je les ai relayées pour recommander à la Commission de regarder, puisque j'ai vu à l'œuvre, par exemple à Brême, mais aussi dans d'autres villes allemandes, ces villages qu'ils ont proposé de réaliser à titre expérimental et qui permettent aux gens de s'en sortir avec plusieurs mois d'avance sur les camps. Et je peux dire qu'avec l'expérience que nous avons de Calais, on aurait peut-être pu regarder aussi quelles étaient, au fond, les solutions qui permettaient peut-être d'accueillir dans d'autres conditions ces personnes qui sont des êtres humains aussi, quelles que soient les mesures de protection et de sécurité qu'on doit prendre, parce que personne n'est naïf. On ne peut pas non plus dire que lorsqu'on est un réfugié, on est automatiquement quelqu'un qui partage la même détresse que les autres. Il y a aussi des gens qui ont passé pour d'autres intentions. Donc on a aujourd'hui dans cette crise des réfugiés une remise en question des frontières nationales, et en même temps, cette crise des réfugiés a potentialisé l'influence des partis populistes qui sont rentrés plus nombreux dans le Parlement européen et fait ressurgir, ce qui est toujours commode en période de crise, parce que nous ne sommes pas encore en période de post-crise économique, ce fantasme de l'arrivée de l'étranger qui va prendre le travail, prendre les femmes, prendre les droits sociaux, etc. Or, on le sait aussi, si on veut répondre de manière plus sociale et de manière plus équilibrée à la question des réfugiés, il faut leur donner la possibilité de travailler. Sinon, on les abandonne, et s'ils sont abandonnés, nul ne peut plus garantir dans quelles conditions ils vont établir le rapport au pays qui les accueille. Donc, on a aujourd'hui un défi qui est celui-là. Mais le Royaume-Uni, décidant cette stratégie du Brexit, pose de manière tout à fait intéressante du point de vue historique, la question des travailleurs européens. Parce qu'ils ont mis sur le même plan les travailleurs qu'on appelle les travailleurs détachés et les réfugiés. Total, ils refusent tout le monde, à tel point qu'aujourd'hui, même des Britanniques qui travaillent au niveau européen s'attendent à avoir, je dirais, la réciproque, puisqu'en général, on est toujours dans la règle de réciprocité sur le plan européen, et donc s'attendent à ce qu'il y ait des dispositions. Si le Brexit se décide et se discute de manière dure, pensent qu'ils auront peut-être des soucis. Beaucoup d'Anglais travaillant dans les institutions européennes, dans des entreprises établies à l'échelle européenne, choisissent aujourd'hui de changer de nationalité. Et nous n'avons pas fini de voir en France beaucoup d'Anglais arriver dans le sud-ouest pour avoir, comme disait un Anglais récemment, qui disait « Moi, je veux avoir une vraie maison ». Et aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus ma maison. Parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma, justement, et qui travaille, je dirais, pour que ces images auxquelles il contribue circulent, évidemment, dans toute l'Europe,
et dans le monde entier. Donc on a une vision du monde qui est, au fond, fermée et qui pose question, un chiffre simplement, 700 000 Polonais travaillent aujourd'hui au Royaume-Uni. Imaginez que le Royaume-Uni décide de renvoyer l'ensemble des travailleurs détachés au Royaume-Uni. Un, c'est une catastrophe économique pour lui, parce que ces gens travaillent. Deux, c'est une catastrophe pour le pays qui doit voir revenir plusieurs centaines de milliers de ressortissants sans avoir la possibilité de leur offrir une solution professionnelle. Donc c'est un désastre à la fois économique pour les deux pays et en même temps un désastre social et un désastre pour l'Europe. Le retour aux frontières. La vision, au fond, qui est celle d'un retour au souverainisme par le rejet, en quelque sorte, des populations des pays voisins, des pays qui participent de cet espace, c'est en soi un refus du marché commun, du marché d'abord commun, devenu marché unique. Le refus de la monnaie du côté du Royaume-Uni, on le sait bien. C'est en même temps logique. C'est en 1989, à Strasbourg, au sommet européen, que Mme Thatcher a résisté au chancelier Kohl et au président Mitterrand pendant une bonne partie de nuit, au moment où elle a refusé la Charte sociale européenne. À l'époque, Kohl et Mitterrand s'étaient mis d'accord pour avancer vers le traité de Maastricht et vers un marché unique et une monnaie commune, comme on disait à l'époque. On ne parlait pas encore vraiment d'euro, comme on en a parlé après. D'accord pour cela, mais à une condition, c'était la condition du président Mitterrand, il faut qu'il y ait un pilier social. On a trois piliers, un pilier économique, un pilier monétaire, un pilier social. Le pilier social a été refusé contre les admonestations de Jacques Delors, contre l'unité des 11 pays qui voulaient cette charte sociale, en se ralliant à l'accord franco-allemand, et Mme Thatcher, jusqu'au bout, même en larmes, a refusé d'engager la décision du Royaume-Uni. C'est la raison pour laquelle le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne, l'accès au marché commun. Lorsque le Royaume-Uni a demandé d'accéder au marché commun qui se mettait en place avec les pays fondateurs de l'Union, vous vous souvenez de l'attitude du général qui n'en voulait pas et qui avait de ce point de vue une certaine clarté de vision, il faut quand même le dire, pas pour tout, puisqu'il a refusé l'Europe de la défense et qu'on le paye assez aujourd'hui. Mais ceci dit, sur la position anglaise, il avait assez bien compris. Et c'est l'accès au marché unique. Pourquoi ? Même cas que la France. Lorsque le marché commun se met en place, l'Angleterre et la France sont en plein confrontées, l'une à la chute et au craquement de l'Empire britannique colonial, et la France va aborder la guerre d'Algérie. Donc, va être ébranlée par une crise politique, sociale, économique. Le choix du marché commun est un choix de dépassement d'une période historique dans laquelle le développement pouvait se faire, c'était une charge aussi, mais pouvait se faire par une influence internationale qui permettait au fond d'avoir des ressortissants travaillant dans les pays du Maghreb, etc. Donc on est dans une situation géopolitique qui explique qu'à un moment donné, les deux pays, pour des raisons parallèles, ont demandé, enfin la France était fondatrice, mais ont voulu en quelque sorte pousser ou devenir acteurs de ce marché pour pouvoir retrouver un espace économique qui donnait de la perspective aux industries, qui donnait de la perspective aux services, au développement, au fond, tout à fait dynamique que pouvait offrir un nouvel espace. Et la preuve est faite, cela a été le cas. Alors qu'est-ce que l'Europe ? Eh bien l'Europe, c'est ça. C'est-à-dire une association volontaire d'États qui décide d'abandonner tout désir d'empire. Tout désir d'empire sur le sol européen, c'est-à-dire toute justification nationale d'aller jouer et entrer dans les frontières du pays voisin, c'est-à-dire c'est le respect réciproque des frontières historiques entre pays européens, d'où l'expression de fédération d'États-nations. Fédération d'États-nations, c'est cette expression de Jacques Delors qui a dit qu'il faut trouver le point d'équilibre entre ce que nous construisons, c'est-à-dire une Europe communautaire de type fédéral, et en même temps
l'existence de pays qui passent par une phase d'adhésion sans avoir accompli l'intégralité des transferts qui leur permettent d'être une fédération au sens américain avec des textes de loi, des décisions et un Congrès qui a à sa charge des compétences qui permettent d'être un Parlement de type fédéral. Donc nous avons une construction bancale. Nous avons d'un côté ce qui est un processus qui a été à l'œuvre, qui a été de considérer le territoire européen comme un territoire de paix, comme un territoire fondé sur un modèle politique qui est celui de la démocratie, appuyé sur la Convention européenne des droits de l'homme, texte fondamental, sur la Charte des droits fondamentaux et sur la base des traités. Nous n'avons pas le traité constitutionnel. Donc, nous n'avons pas la base politique qui, sur le plan des valeurs et des références, peut traduire la légitimité des motivations et de l'inspiration du travail législatif qu'accomplissent les États, le Parlement européen, sous l'impulsion de la Commission. Puisque, je le rappelle rapidement, la Commission propose, elle propose de moins en moins d'elle-même, même si elle a le pouvoir d'initiative. Elle devrait le partager de plus en plus avec le Parlement, parce que le Parlement a une disposition du traité qui peut l'inciter à utiliser davantage un pouvoir d'initiative. Et je pense que cela sera une des solutions pour que le Parlement pèse davantage et puisse prendre en charge ce processus de légitimation, parce que représentant les peuples, il est un Parlement de type fédéral, et il a conquis des prérogatives nouvelles, notamment au niveau budgétaire. C'est une autorité budgétaire, mais qui ne vote pas encore tous les textes et toutes les décisions, notamment pour les perspectives financières, et c'est une autorité qui n'a pas encore le pouvoir de contrôle plein et entier sur la zone euro. Il n'y a pas aujourd'hui, et c'est une autre faiblesse de la construction européenne, la structure parlementaire qui permet de veiller à ce qu'aucun État membre, que le Conseil, qui rassemble les États membres, ou la Commission, ne joue un jeu pervers avec la monnaie de l'Union. Donc, il manque une dimension parlementaire, comme il manque la dimension que les Français ont toujours revendiquée, c'est-à-dire un gouvernement économique et non pas simplement un pouvoir délégué au président de la Banque centrale qui peut lui dire à un moment donné, j'essaye de rééquilibrer au moment de la crise financière, je regarde pas trop, je fais un peu marcher la planche à billets. Vous avez vu comment, avec quelle dextérité, le président a réussi à éviter le pire. Mais quand vous avez sauvé les banques, vous n'avez pas encore sauvé la crise économique. Et vous voyez bien que là aussi, vous avez un problème dans la crédibilité de l'Union européenne. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, lorsqu'ils se détournent de l'Union européenne, disent clairement « on a sauvé les banques, et nous ?» Comment est-ce qu'on a diminué le chômage? Comment est-ce qu'on a limité la vie chère? Comment est-ce qu'on nous garantit nos libertés? Comment est-ce qu'on empêche qu'il y ait cette compétition entre salariés au niveau des salaires, au niveau des droits sociaux, par le dumping social qui est à l'œuvre entre les salariés de l'Est européen et de l'Ouest? Donc nous souffrons de cette incertitude qui est créée par l'insuffisance, je dirais, du bâti institutionnel de l'Union européenne, au-delà des défis que j'ai évoqués d'abord, défis géostratégiques, défis environnementaux et climatiques, et bien sûr, il y a aujourd'hui ce défi économique qui est généré par à la fois les effets d'un marché global et d'une compétition globale, donc qui a amené l'Allemagne, par exemple, à choisir d'aller sur le marché international avec des prix compétitifs avec la Chine et à se développer en Chine, mais au détriment du marché intérieur, ce qu'ils ont constaté après, puisqu'ils ont accru cette différence macroéconomique que j'évoquais en interne et déstabilisé la relation d'équilibre qui pouvait exister entre pays industriels et entre pays les plus développés, et donc donateurs, contributeurs nets au budget de l'Union, c'est-à-dire, par exemple, la France, mais c'est-à-dire aussi le Royaume-Uni, qui a traversé une période compliquée où il a vu ce pays s'arrêter tout un pan de son industrie. Merci à Margaret Thatcher, mais c'est en même temps aussi des conséquences qui sont liées à une stratégie économique dans laquelle l'industrie, l'énergie,
contrairement aux bases initiales de la communauté du charbon et de l'acier, ne sont plus devenus des enjeux d'une politique construite et structurelle de l'Union. On a pensé qu'un marché allait suffire et que le commerce allait, dans tous les sens du terme, être la solution. Eh bien non, ce n'est pas la solution. Et si vous n'avez pas l'industrie, si vous n'avez pas les capacités de muter avec une politique d'innovation ambitieuse, eh bien vous vous affaiblissez. Et on ne peut pas compter uniquement sur la politique agricole commune, qui est née au moment du traité de Rome, qui est née comme l'une des grandes politiques. Et pourquoi? De la même manière que vous aviez le charbon et l'acier, l'énergie, bon, ça s'expliquait, c'était comment utiliser l'énergie pour autre chose que de faire des chars. Pareil pour l'acier, c'était au fond transféré en quelque sorte cette capacité de mobiliser un appareil industriel pour construire des armes vers une industrie beaucoup plus pacifique. Mais bon, la crise de l'acier, l'évolution des technologies, le nucléaire, etc., tout ça a changé la donne, à la fois pour l'approche de la politique énergétique et pour l'approche de la politique industrielle. Et vous voyez la différence entre la France et l'Allemagne, et nous le vivons de manière directe, et nous nous y sommes confrontés de façon complètement, je dirais, quotidienne, parce que le Bade-Wurtemberg, qui est la Californie de l'Allemagne, est à côté de nous. Et quand vous voyez ce qu'était la petite Alsace face au Bade-Wurtemberg, vous avez compris, vous avez toutes les grandes entreprises, Porsche, etc., qui sont à Stuttgart. Vous avez les grandes entreprises qui s'occupent de la construction électrique, qui s'occupent de tout un champ de l'activité, y compris de la construction de bâtiments. Et vous avez un capital en Allemagne qui est d'une autre nature qu'en France, puisque vous avez d'abord beaucoup plus de détenteurs d'entreprises qui réinvestissent leurs profits systématiquement dans l'entreprise, ce qui leur donne une forte capacité d'investissement et de renouvellement. Et deuxièmement, ce sont encore des entreprises familiales. Et nous avons eu la chance de vivre ici des reprises, notamment une reprise, avec une alliance de PME, de grosses PME allemandes et belges, qui nous ont sauvé des entreprises abandonnées par des groupes internationaux comme GM, ou comme une grande entreprise de papier finlandaise. Donc on voit aussi que nous avons besoin d'une politique qui allie à la fois, je dirais, les conditions de circulation des biens et des personnes, mais qui l'allie à une politique structurée et structurante sur le plan de l'industrie, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'innovation, sur le plan des télécommunications et du digital aujourd'hui, pour avoir en quelque sorte, non pas à subir l'interdépendance européenne avec ses défauts, et éviter la contradiction, voire la compétition entre pays. Parce qu'aujourd'hui, certains pays, et c'est un constat apparent, mais quand les gens voient tout ce que le budget de l'Union européenne par les fonds de cohésion permet dans les pays de la cohésion, il y a beaucoup d'envie dans les autres régions. Parce que les gens disent, mais nous, on paye, on n'a pas de quoi refaire notre aéroport, et regardez tous les aéroports qui ont été construits par l'Europe. Donc aujourd'hui, le sentiment d'injustice a basculé. Il n'est plus du côté des pays qui sont entrés dans l'Union. Ils ont une revendication de continuité et en même temps de reconnaissance politique, parce qu'ils en ont assez d'être considérés comme mineurs sur le terrain politique, mais l'envie, le ressentiment a basculé du côté de l'Ouest, parce qu'il y a au fond cet effort financier que nous faisons sur nos propres équilibres internes dans la réduction de la dette et la contrainte de la dépense publique, mais en même temps, nous n'avons pas la visibilité, je dirais, aussi forte que d'autres pays sur la contribution que le budget de l'Union mettrait dans notre développement. Et deux chiffres. Un des manques, je le disais, un traité ou une base constitutionnelle qui permettrait d'asseoir la légitimité politique complète du processus législatif de l'Union. Deuxième manque, un budget fédéral. On pourra raconter ce qu'on voudra, s'étriper entre fédéralistes, non-fédéralistes, souverainistes, tout ce que vous voudrez. Il y a une donnée, et une seule, qui est parlante. Les États-Unis ont, pour le budget fédéral, 25% de leur PIB. En Europe, c'est 1% du PIB. Quand on a 1% du PIB, vous voyez comment vous devez jongler,
et comment vous devez être astucieux pour pouvoir avoir des politiques dignes de ce nom. C'est quasiment du miracle si on y arrive. Mais ça permet de comprendre. C'est-à-dire que les gens qui disent « oui, on paye trop » ou « non, il n'y a pas assez d'Europe », à un moment donné, il faut aller à la clarification. Et donc, je vais vous dire quel est le débat en cours aujourd'hui, pour qu'on ait le temps de discuter. C'est celui qu'a lancé Jean-Claude Juncker avec son livre blanc, qui est un livre blanc sur lequel il demande que le débat ait lieu et sur lequel on puisse se prononcer. Je vous les cite très rapidement. 5 scénarios. Un premier scénario, on continue comme avant. Donc, on ne change rien, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à payer, on ne pourra pas mener toutes les politiques qu'on a engagées. Un deuxième scénario, rien de plus que le marché unique, mais ça veut dire qu'on laisse tomber la sécurité, qu'on laisse tomber les enjeux climatiques que j'évoquais, la transformation de la politique agricole qui est absolument indispensable. Ça veut dire d'ailleurs que la politique agricole passe à la trappe, en mots très clairs et directs. Le troisième scénario, c'est ceux qui veulent bouger peuvent faire plus. C'est le scénario de la coopération renforcée. C'est aujourd'hui la solution qui est choisie pour le parquet européen. C'est une coopération renforcée qui permet aux pays qui le souhaitent, qui souhaitent lutter contre la corruption, qui souhaitent lutter contre la fraude fiscale, puissent se réunir et mettre en place un parquet européen. Donc c'était aussi le débat sur la taxe sur les transactions financières qui a été au fond mise en œuvre, mais petitement, hein, malheureusement, par une procédure de coopération renforcée. Le scénario 4, c'est faire moins, mais plus efficacement, c'est-à-dire abandonner toute une série de pans de politiques qui sont jugés non prioritaires. Et vous allez comprendre dans ma conclusion pourquoi je pense que ce scénario n'est pas forcément le bon, en choisissant évidemment de nouvelles priorités. C'est le commerce, ça peut être la sécurité, les migrations, la sécurisation des frontières, mais ce n'est certainement plus la politique de la ville, le soutien à l'habitat, le soutien au transport et ces choses-là. Le scénario 5, c'est le dernier, c'est faire plus, c'est faire beaucoup plus ensemble. C'est-à-dire retrouver, en quelque sorte, un processus qui permet de sortir de la vision et de la pratique intergouvernementale qui a été celle de la dernière période, que l'on a vu à l'œuvre, d'abord sur le traité fiscal entre Mme Merkel et M. Sarkozy, qui, au lieu de s'appuyer sur les travaux du Parlement, ont décidé qu'ils allaient faire un traité intergouvernemental qui ne servait strictement à rien et qui était nettement moins bon que le travail parlementaire. Le Parlement a été court-circuité, et ça vous montre aussi qu'à un moment donné, si le Parlement européen est court-circuité, on ne va pas forcément mieux. Et on va même passablement plus mal, parce que les gens ne comprennent pas à quoi ce Parlement sert, et donc ils ne vont pas voter, et quand ils ne vont pas voter, ce sont ceux qui sont les plus populistes qui l'emportent et qui gagnent des sièges en ayant gagné des voix proportionnellement. Ce qui s'est passé, car si vous regardez en Europe, la première assemblée dans laquelle les partis populistes ont retrouvé des moyens financiers à cause du financement des groupes politiques et ont retrouvé des couleurs politiques et des alliances, c'est le Parlement européen. À partir de 1984, quand le Front National est entré au Parlement européen, élection proportionnelle, ça date d'avant 86 et les élections législatives en France, et vous regardez, tout ça a abouti à la composition actuelle du Parlement, où vous avez des gens qui profitent du système, qui sont très contents d'avoir les indemnités, les collaborateurs, tous les moyens qu'offre le Parlement européen, les voyages, les déplacements, la possibilité d'aller dans le monde entier, mais qui passent leur temps à salir l'institution dans laquelle ils revendiquent de siéger et qu'ils veulent détruire. Mais comme ils disent avec un sourire narquois et insupportable pour moi, qui ai été presque 20 ans dans ce Parlement européen, que voulez-vous, on le détruira beaucoup mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Royaume-Uni. Dans la décision du Brexit, il choisit de mettre le problème à l'intérieur de l'Union pour pouvoir sortir, car rien n'a été fait pour préparer la sortie, tout a été fait pour consolider la solidité. Donc, nous allons payer 2 fois. Nous allons payer parce que quand le Royaume-Uni ne pourra plus contribuer au budget, on perdra 10 à 15% du budget européen. C'est à peu près ce que ça représente. Je vous laisse faire les calculs. Bon. Et ensuite, on le paiera. Pourquoi ? Parce que ça va nous empêcher
de travailler sur les politiques concrètes, parce qu'on va perdre un temps infini, mais pas seulement sur le plan européen, mais aussi sur le plan national, avec les centaines de textes qui ont été votés, décidés, débattus par les parlements nationaux et par le Parlement européen avant d'être mis en œuvre dans les transpositions européennes. Et là, on va rouvrir la boîte de Pandore. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sûr, je vous le dis en toute franchise, qu'on aille jusqu'au bout sur le Brexit. Parce que les premiers à en souffrir, évidemment, ce seront les Anglais. Donc, le décor est posé. Vous avez vu ce débat, et moi je vous invite à y participer. Et je termine en disant qu'il y a des politiques dans lesquelles, évidemment, vous êtes directement concernés. Et ma conclusion porte sur la référence à l'agenda urbain pour l'Union européenne, car tout ce qui s'y passe n'est pas négatif. Je vais vous parler de la mobilité. C'est une des grandes politiques dans laquelle on a fait des euros avec des petits montants. Hein. On a fait du mélange de crédits de cohésion, plus de crédits de la BEI, plus de crédits, etc. On a joué sur tout ce qu'on pouvait. Je suis très fier que ce soit en particulier un Français qui était directeur financier dans la DG avec laquelle je travaille, qui a pu faire la démonstration que le plan Juncker était bon, puisqu'on arrivait à en faire quelque chose avec de nouveaux instruments financiers et beaucoup d'astuces qui permettaient aussi de mobiliser les banques de long terme, banques institutionnelles, mais aussi les banques privées. Il a été donc considéré que tous ces enjeux qui étaient posés à l'échelle de l'Union européenne se retrouvaient là où vivent les gens. Et je terminerai sur cette dimension. Vous êtes ici dans une ville qui a toujours pensé son devenir dans un réseau de villes qui permettait là aussi de créer des coopérations et de dépasser les frontières. Et nous avons toujours pensé que Strasbourg devait être un des pilotes de l'Europe citoyenne. Cet agenda urbain, qui va être évalué au cours de cette année 2017, a amené la Commission à réorganiser ses services, à introduire davantage de transversalité sur les sujets suivants. L'inclusion, premièrement, des migrants et des réfugiés. 2, la qualité de l'air. 3, la pauvreté urbaine. 4, le logement. 5, l'économie circulaire. 6, les emplois et les compétences dans l'économie locale. 7, l'adaptation au changement climatique, dont les solutions d'infrastructures écologiques. 8, la transition énergétique. 9, l'usage durable des sols et la nature en ville. 10, la mobilité urbaine ou les mobilités urbaines. 11, la transition numérique. 12, la commande publique innovante et responsable. Quand vous entendez la liste, je pense que vous êtes à peu près sur tous ces items concernés. Alors, je voudrais simplement vous dire merci. Merci d'abord de vous intéresser à la question européenne. Elle n'est pas simple, vous le voyez. On est parti dans un débat institutionnel difficile, mais il faut des politiques. Et on pourra crédibiliser l'Europe si on a des politiques concrètes. C'est l'Europe par les faits et par la preuve. Pour moi, c'est ça aussi l'Europe, c'est de trouver de nouvelles solutions. Vous êtes des professionnels, vous connaissez parfaitement vos entreprises, vous savez quelles sont les attentes des gens, vous savez quelles sont les contraintes administratives, vous avez besoin de vous en échapper par moments aussi, mais vous savez que vous comptez aussi sur la compétence des personnes dont vous avez la charge. Et cette dimension humaine des politiques européennes devient de plus en plus importante, pas seulement par les études d'impact social sur toutes les dispositions qui sont prises, mais en même temps aussi parce que c'est les gens. Ce sont aussi les gens qui payent pas, qui travaillent pas, qui permettent de solvabiliser les systèmes de protection sociale. Donc je vous invite à vous emparer de ce programme sur les villes et sur l'agenda urbain. Vous avez aujourd'hui des interlocuteurs, pas encore complètement à 100% organisés en guichet unique, mais ça sera bientôt le cas. Et puis, vous aurez toujours des personnes qui seront là pour relayer les projets, les questions, même si aujourd'hui, j'essaye de le faire le moins possible, n'étant plus membre du Parlement européen. Mais voilà, je garde confiance, je garde un certain optimisme, parce que je pense que l'Europe a aussi été créée par nécessité, et que si je vous disais au début que l'Europe est une association volontaire qui est conditionnée par l'abandon de tout désir d'empire, je dirais aussi que pour l'instant, l'Europe est comme la démocratie, c'est l'exercice d'un labeur. Il n'y a pas de démocratie qui soit incertaine, et c'est la raison pour laquelle l'Europe et la construction européenne peut toujours rester un projet. Elle n'est pas finie, ni dans ses frontières totalement, ni non plus dans sa construction en tant qu'espace économique et social, et en tant qu'entité
qui protège ses ressortissants, ses habitants, et qui permet aussi de s'y développer et d'y être mobile autant que souhaité. Donc, ça dépend de nous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la Ministre. Alors, première question. Il y a aussi un monsieur là-bas tout au fond. Merci Madame pour votre excellent exposé. Vous l'avez terminé par une allusion à l'abandon de tout désir d'empire de l'espace européen. Et vous avez commencé votre exposé par un rappel des événements tragiques de la Syrie, avec donc l'observation de la désinvolture des Américains concernant les actions à entreprendre pour lutter contre l'inacceptable. Je reviens donc sur vos 3 ou 4 piliers, le pilier social, le pilier économique, le pilier environnemental. Ne pensez-vous pas que dans les circonstances actuelles, il faudrait ajouter un 4e pilier qui est celui de la défense européenne, parce que si les événements devaient s'accélérer, tout ce qui est envisagé sur les 3 premiers, le social, l'économique et l'environnemental, ne vaudrait plus si d'aventure les Américains, les Russes et les Chinois prenaient des accords sur notre dos, ce qui malheureusement n'est pas une hypothèse totalement farfelue. Je vous remercie encore une fois de la qualité de votre exposé. Merci beaucoup. Alors j'ai commencé en fait par la dimension géostratégique en profitant, à cause malheureusement de ces événements, pour dire à quel point on ne peut pas s'imaginer dans le monde sans une stratégie qui doit être profondément axée sur le fonctionnement de notre espace, vous l'avez rappelé avec les différents piliers, mais qui doit être organisée. Alors, un des problèmes que nous avons avec la sortie du Royaume-Uni, c'est que c'est notre allié. Il y a 2 pays aujourd'hui qui peuvent intervenir sur le territoire européen et qui sont actifs dans l'OTAN. La Pologne, c'est compliqué. Le changement de gouvernement, alors que la France avait énormément avancé pour intégrer la Pologne dans, je dirais, l'ensemble des pays qui pouvaient avoir une coopération militaire. Bon, c'est devenu un petit peu plus compliqué, et vous savez comment la Pologne choisit plutôt l'OTAN que de choisir, disons, de renforcer les moyens de sécurité et militaires européens. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde constate le défaut. Et c'est la première préoccupation des Européens, où qu'ils soient. Moi, j'ai proposé en 2012, lorsque j'étais chargé de la plateforme européenne du candidat François Hollande, j'avais proposé de partager, c'était un petit peu, comment dire, une provoque, le siège que la France a au Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que je constatais que l'Allemagne était en train de produire des armes et que j'étais quand même un peu passablement gêné, comme d'ailleurs le chancelier Schmitt, comme un des anciens présidents de la République fédérale qui l'avait remarqué, c'est un peu compliqué d'expliquer qu'on va être neutre et d'aller vendre des armes dans le monde entier. C'est un peu compliqué de dire on ne veut pas être avec nos alliés et d'alimenter le marché des armes. Donc je pense que tout le monde, aujourd'hui, est obligé, en Europe, de faire un choix. Tout le monde. On a fait un pas vers une politique étrangère, avec aujourd'hui la 2e commissaire, Mme Mogherini, et une structuration des services extérieurs de l'Union. Et le Parlement européen lui-même est concerné, puisqu'il a une autorité maintenant. Il se prononce sur tous les traités, à la fois d'échange, mais aussi les traités de paix ou les traités de coopération, avec des puissances extérieures à l'Union. Donc on a fait un pas en avant sur la politique des relations extérieures, mais on n'a pas fait suffisamment sur la politique de sécurité. Nous avons ici à Strasbourg le corps européen. Moi, j'ai toujours considéré, je vous dis ma position, mais c'était aussi l'idée qu'avait le président Mitterrand dans sa tête, quand il a commencé à dire on ne s'en sortira pas sans coopération européenne sur le plan militaire, parce qu'il y a des cultures militaires radicalement différentes, et quand vous mettez des militaires qui ont des cultures radicalement différentes ensemble, ça peut vous causer des problèmes. Donc, le corps, l'état-major européen qui est à Strasbourg, a produit une culture militaire qui permet aux pays de travailler ensemble et d'être dirigés ensemble.
C'est un plus énorme pour envoyer des gens en sécurisation lorsque les Nations Unies en ont besoin, lorsque l'OTAN l'exige. Donc on a déjà posé une première brique. Il faut que cette première brique devienne le début, je le pense, d'une armée européenne. Car on ne pourra pas aller tout seul, français. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans un pays balte, et vous savez la question qui m'a été posée, c'est pour ça que je regarde de près ces aspects-là. Quelqu'un me dit, et si on est envahi, après l'histoire de l'Ukraine, et si on est envahi, est-ce que vous pensez-vous que l'Union européenne va nous défendre? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et je lui dis, vous voyez ce que fait la France? Vous pensez qu'elle peut le faire ailleurs dans le monde et pas réagir dans le cadre des frontières de l'Union qui seraient remises en question? Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est notre capacité de dissuasion qui est importante. Et ça, c'est à la fois une fierté aussi pour nous, mais c'est quand même une demande. Et d'ailleurs, le Parlement européen avait dit, dès le début de l'intervention en Afrique décidée par François Hollande, qu'il fallait impérativement que les autres pays se bougent. Alors, ils se sont bougés un peu pour apporter de la coopération par-ci, par-là, du matériel, de la formation militaire, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc, voilà. Je vous ai répondu, ça doit être la grande priorité. Merci, madame, pour votre exposé. Daniel Biard, Fédération donc, des ESH, et puis en charge des questions européennes. J'étais... qui nous tiennent à cœur, et d'ailleurs on revient donc très régulièrement ici à Strasbourg chaque année, vous le savez, pour en parler. Il y a une question qui est finalement au cœur de la construction européenne, que vous avez abordée dans votre exposé tout à l'heure, qui est la question de la démocratie et de l'exercice de la démocratie en Europe. Parce que finalement on dit il y a une désaffection vis-à-vis du vote européen. Cette désaffection, elle a aussi une raison, il y a une responsabilité politique, celle-là, qui est de faire en sorte que les interlocuteurs, les électeurs européens trouvent davantage de proximité et puissent se saisir des sujets. Alors, pour trouver davantage de proximité, je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est que le débat sur les questions européennes, il est laissé, entre guillemets, aujourd'hui, essentiellement un peu à des technocrates. C'est-à-dire que la Commission a pris le pas, les services de la Commission ont pris le pas sur le politique. Et aujourd'hui, les questions qui sont des questions courantes, de vie courante, dans lesquelles l'Europe intervient, sont mal comprises par les peuples, où qu'ils soient en Europe, parce qu'effectivement, on se dit les sujets centraux que vous avez évoqués ne sont pas abordés, mais par contre, à défaut de pouvoir se prononcer sur les sujets centraux, on se prononce sur des questions qui pratiquement intéressent le quotidien des Européens et qu'ils vivent assez mal, puisque, évidemment, dans leur territoire, avec leur culture, tout ça passe mal. Donc je pense, ne pensez-vous pas, qu'il faudrait déjà prendre à bras le corps ce chantier de la construction de la démocratie en Europe, du vote en Europe, de l'expression, la façon dont on s'exprime aussi dans les instances européennes, pour les rendre abordables, je dirais, à l'ensemble des citoyens européens. Ça, c'est un premier, je crois, un premier sujet. Il y a un second sujet que vous avez abordé aussi, c'est sur les questions de la défense, en rappelant que le général de Gaulle, à l'époque, n'avait pas suivi l'entrée dans la communauté européenne de défense. Permettez-moi, tout en écoutant votre propos, de vous dire qu'à l'époque, le contexte était un tout petit peu différent, car de souveraineté européenne, il n'y en avait pas. Il s'agissait purement et simplement de rejoindre de façon plus importante, plus intégrée, le dispositif américain, et qu'à l'époque, le choix qui a été fait effectivement par la France pouvait se comprendre dans le contexte qui était le sien. Aujourd'hui, les choses sont sensiblement différentes. Vous avez dit, on a commencé à construire une première pierre en Europe avec l'Eurocorps, avec ici à Strasbourg l'état-major de l'Eurocorps qui sert effectivement pour les opérations de support, opérations africaines par exemple. Je pense que c'est une réponse très timide et qu'à l'échelle des problèmes qui ont été posés, notamment pour les pays baltes, je pense à la Lettonie en particulier, où entre guillemets l'invasion, quand vous avez plus de la moitié des citoyens qui sont russes, qui parlent russe, l'invasion, si vous voulez, elle peut se concevoir de différentes façons. Et que, évidemment, demain, si une majorité de citoyens lettons souhaitent sortir de l'espace européen, ce sera, je pense, assez compliqué, d'une part pour intervenir sans moyens, et puis d'autre part pour intervenir contre l'avis des peuples qui sont concernés, évidemment, en premier chef. Alors, sur la question de la construction de la défense en Europe, à partir du moment où on doit faire des choix, je pense que c'est un des choix,
Ça devrait être un des choix cruciaux à mettre effectivement en place. Peut-être des questions rapides pour une Alors, réponse, fait qu'on en est encore derrière. La première question, effectivement, c'est comment vous voyez la construction d'une nouvelle démocratie en Europe. La seconde question, c'est comment vous voyez la construction d'une Europe de la défense, sachant que vous avez lourdement insisté sur la sortie des Anglais du dispositif. Les Anglais, ils sont indispensables dans la construction aussi. Merci. Alors, sur la politique de la défense, effectivement, les Anglais sont nécessaires, mais d'ailleurs, vous avez vu que Theresa May a eu la mauvaise idée de faire un quasi-chantage sur la question de la sécurité. Parce qu'il faut bien être clair, la réciprocité, quand elle a commencé à dire, et puis si on ne nous laisse pas rentrer ou subsister dans le marché intérieur, vous pourrez toujours vous plaindre après, mais on ne sera plus là pour la sécurité. Le problème, c'est qu'elle met en totale insécurité son propre pays. Parce qu'en matière de sécurité, on est tous interdépendants. Et c'est une erreur magistrale de vouloir utiliser ce thème comme un thème de négociation, alors qu'aujourd'hui, en sortant, le Royaume-Uni est en position de faiblesse et n'a absolument aucune leçon à donner en la matière. Parce que s'ils ne veulent plus donner de renseignements, ils n'en auront plus non plus. Et vous imaginez le résultat. Donc aujourd'hui, il y a une imbrication, il y a des coopérations qui sont extrêmement importantes. Il y a une culture commune qui n'est pas forcément toujours identique, c'est vrai, mais il y a un cheminement qui a été celui des militaires anglais et des militaires français. C'est un atout considérable. Et moi, je pense que c'est un des éléments qui, de toute manière, changera la donne dès lors qu'on va être confronté de plus en plus à la tension dans le monde, qui va obliger le Royaume-Uni à prendre en compte, non pas simplement le budget qu'il paye à l'Union, puisque c'était ça, vous vous souvenez, My Money Back, de Thatcher, etc., son chèque britannique, mais ça sera aussi ce que l'Union apporte par rapport à un pays qui, s'il n'a pas la solidarité de ses voisins, est bien seul. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui donne le vertige à l'Irlande ou ce qui donne le vertige à l'Écosse, qui disent « non mais non d'une pipe ». Voilà. Alors, en Irlande, c'est simple. Ils disent « le Brexit, ça peut être la cause du retour au conflit irlandais. On peut rouvrir la guerre en Irlande grâce au Brexit ». Donc, je veux dire, déjà, il y a un problème intérieur. En plus, il y a ce problème extérieur. Donc oui. Alors, sur la politique de la chaise vide du général, je ne vais pas me lancer. Bon. Mais je pense que quand la France, c'est pareil pour le traité constitutionnel, si vous voulez, je ferai la même remarque. Si la France dit à un moment donné non, parce qu'elle est un pays fondateur, et parce que nous avons Schuman, Monnet, Cassin, tous ceux qui ont apporté les bases de la construction européenne, pas seuls, il y a aussi Adenauer, il y a aussi d'autres, bien entendu, il y en a dans l'histoire, mais fondamentalement, sans l'apport de ces Français-là, il n'y aurait pas d'Europe construite sur le terrain politique. Et donc, on attend de la France une responsabilité particulière, c'est votre deuxième question, sur l'évolution institutionnelle et sur le projet démocratique. Or, on ne peut pas coller à l'ensemble de l'Europe un système comme le nôtre. Autant référencé à la Révolution, nous avons un art du conflit social qui fait peur à tout le monde. Bon. Le pays voisin, il a autre chose. Hein. C'est aussi un résultat de son histoire douloureuse. C'est qu'on désarme le conflit par le dialogue et par la démocratie sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas un peu plus ? On regarde toujours beaucoup du côté de l'Allemagne, mais il y a quand même juste une chose, hein, c'est que lorsqu'on avait construit le traité constitutionnel, à part ce qu'a voulu Giscard d'Estaing, rajouter tous les autres traités pour les codifier, ce qui était une erreur magistrale, il y en a pour le Graal de tout le monde, comme vous voyez, mais bon, c'est quand même une erreur, puisque tout le monde s'est focalisé sur les traités économiques, au lieu de voir ce qui était à la base, je dirais, politique. Et du coup, on a basculé sur un autre débat. Mais malheureusement, je pense, la France a dû chercher, alors elle a proposé le traité de Lisbonne avec ses alliés, mais le traité de Lisbonne, c'est quand même un traité compliqué, dans lequel on a avancé sur certaines prérogatives du Parlement européen, notamment sur cette autorité et le fait que le Parlement européen se prononce et vote sur les traités internationaux. Mais ceci dit, il y a aussi eu une volonté de sortir, je dirais, de la popularité de la Commission européenne qui a été qualifiée de trop compliquée. Vous savez,
c'est toujours la même chose, hein. Les États ont une responsabilité première dans la manière dont l'Europe fonctionne, et ils sont les premiers à critiquer ce qu'ils ont fait. Ça, c'est pénible. Et quand vous dites à des États, quels qu'ils soient, écoutez, franchement, regardez dans quelle situation on est, c'est vous qui nous avez mis dans cette situation, nous, parlementaires européens, absolument inextricable avec la Commission, et ils nous disent, circulez, il n'y a rien à voir, nous avons la légitimité politique. Qui peut dire au Conseil, nous avons la légitimité politique aussi? C'est les parlementaires. Donc moi je pense que le ressort du progrès démocratique de l'Union, c'est sortir de cette espèce de tuyau dans lequel on est aujourd'hui, avec une mécanique absolument infernale qui fait que plus personne ne voit les décisions, par ce qu'on appelle des actes délégués. Donc ce sont des décisions administratives qui sont prises à l'échelle de la Commission pour tout ce qui est censé ne pas être politique, mais ce qui n'est pas politique peut avoir une signification démocratique. Vous le savez bien, la voie réglementaire, elle n'est pas neutre. Donc on a besoin quand même que les décisions puissent être contrôlées, vues, vécues, etc. Le Parlement a dit, très bien, nous on va garder au fond ce qui est noble, et puis on va laisser le menu fretin là, des textes, des décisions à la Commission européenne. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut sortir de cette absence de transparence, il faut sortir de ce système technocratique dans lequel on rentre un problème par un bout d'un tube et on voit sortir du tube un acte délégué sur lequel on ne peut plus rien changer, sur lequel il n'y a plus jamais de débat. Qu'est-ce qui s'est passé avec un progrès démocratique et une manière de mal le traiter? Le progrès démocratique, le Spitzkandidaten, les candidats qui permettaient de donner une image et a permis, je dirais, d'avoir un vrai débat. Très bien. Les candidats pour la présidence de la Commission, ça a été un progrès, en tout cas démocratique, imposé par le Parlement européen. Cependant, en même temps, il a fallu, pour imposer le fameux président de la Commission, qu'il y ait un accord au sein du Parlement. On n'était même plus dans une coalition, on s'est trouvé dans une logique de bloc. Et vous avez vu, le bloc, il a claqué, là. Dans la dernière période, à mi-mandat, il a claqué, chacun a repris ses billes, chaque groupe. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le Brexit, il y a l'influence des populistes, et puis il y a une distance. Il y a Verhofstadt, le président du groupe libéral, qui est chargé de négocier pour le Parlement européen le Brexit, qui est allé chercher Beppe Grillo, qui est un anti-européen notoire et un populiste notoire, pour pouvoir faire une alliance, pour pouvoir gagner la présidence du Parlement européen. Le Parlement européen s'est trouvé décrédibilisé, les pieds pris dans le tapis, et le résultat, c'est que, il n'y a plus de blocs, il y a des groupes plus faibles, et on n'est toujours pas sorti du système du tube dont je vous parlais. Alors, pour moi, Strasbourg doit apporter une réponse. Si nous sommes la capitale parlementaire, rapport à ce que je disais à propos de la France, on ne peut pas dire « Ah ben ça ne marche pas, c'est pas comme ça », et puis on est absent. Donc on a commencé une réflexion avec des spécialistes qui sont des académiques, qui sont donc tout à fait indépendants et libres de leur opinion, pour savoir qu'est-ce que dans le cadre du traité on peut déjà faire pour améliorer les choses. Eh bien je peux vous dire, il y a un document, on a fait un premier séminaire, on fera une conférence publique dans quelques temps, et on dira aux parlementaires, saisissez-vous de ce travail, saisissez-vous de ce qu'on vous suggère, notamment pour arriver à régler ces problèmes de bureaucratie et ces problèmes de circulation de décisions et de transparence. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut aussi du débat, il faut de la contradiction, et que c'est le Parlement européen qui doit pouvoir l'organiser. Et il faut que les parlementaires puissent débattre vraiment jusqu'au bout et à fond des vrais sujets, pas forcément de la qualité du caoutchouc pendant des heures, mais des vrais sujets avec des débats dans lesquels le citoyen peut être éclairé sur les dépenses, le budget, sur les grands enjeux stratégiques, sur la géopolitique, mais aussi sur le sort social de ses citoyens. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles le Parlement doit pouvoir s'exprimer davantage, et un parlementaire plus qu'une minute dans son temps de parole. Je pense que tout le monde y gagnera. C'est aujourd'hui une réflexion qui est en cours au sein du Parlement européen, et bien sûr, certains vont venir avec des propositions, et je les attends avec plaisir, parce que je pense que les parlementaires eux-mêmes se disent qu'ils vont perdre toute légitimité et toute crédibilité le jour où il y aura plus de 50% d'abstention. On en est déjà là pour certains pays, et on est très près de ce qui pourrait être un vrai désastre dans la démocratie représentative. Donc relancer la démocratie représentative, c'est relancer le débat, c'est expliquer quel est le rôle du Parlement, c'est de retrouver l'équilibre entre la Commission et le Parlement, faire en sorte que nos États
soit mis devant, au pied du mur, parce que quel est le ministre européen qui va effectivement chercher un mandat de son Parlement national avant d'aller discuter dans un conseil? Pas grand monde. Madame Merkel est obligée de passer pour les grandes décisions devant le Bundestag. Le président de la République, qui a la compétence, ne peut pas discuter avec le Parlement national. Il est allé discuter avec le Parlement européen, mais pas avec l'Assemblée nationale, il n'a pas le droit. C'est des situations aberrantes. Il faut aussi que nous nous réformions en France, permettez-moi de le dire, et qu'à un moment donné, si on veut avancer et être crédible sur l'avancée démocratique de l'Union, eh bien, il faudra qu'on avance aussi vers un peu plus de parlementarisme en France et un peu plus de débat national sur les vrais sujets sur lesquels la France est engagée et qui ne sont pas suffisamment abordés par nos parlementaires nationaux. Et donc, moi, je compte beaucoup là-dessus. J'ai essayé avec des collègues à l'époque de mobiliser les parlementaires sur toute l'échéance budgétaire, les perspectives financières, le contrôle pour associer contrôle social aussi et pas uniquement contrôle budgétaire. Tout ça, on a réussi à le faire avancer, mais il faut aller encore un pas plus loin. Et ce pas plus loin, eh bien, c'est un beau chantier. C'est comment aussi le citoyen, lui, se projette dans cette union. Et je vous le disais récemment dans une interview, je pense que les Français, ils ont rêvé l'Europe. Ils ont rêvé d'une Europe politique. Ils sont profondément déçus parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils pouvaient attendre. Mais si on le veut, il faut qu'on soit clair, qu'on vienne avec des propositions, comme on l'a fait avec le traité constitutionnel, mais il faut aller au bout de la proposition et pas s'arrêter en cours de route en disant non, 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 on n'en veut pas. Ce que personne n'a compris de la part des Français. Ce que personne n'a compris. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me poursuit, non seulement parce que j'ai signé les textes, les premiers textes sur le besoin d'un traité constitutionnel, que j'ai fait partie de la première alliance de quelques députés, on n'était pas nombreux, qui réfléchissaient à la question, et qu'au bout du compte, quand on pensait qu'on pouvait enfin avoir au fond un apport magistral, à la fois sur le fond, la Constitution, la vision constitutionnelle portée par les Français, la vision de la démocratie sociale que l'Allemagne a su construire, cette synthèse entre les deux qui était dans le traité constitutionnel, les Allemands se sont dit « Ouh, on est tout seul, où sont les Français ?» Et des fois, je me disais, voilà, nous, parfois, je l'ai dit aussi, on dit où sont les Allemands, et parfois, les Allemands disent où sont les Français. Donc je pense, et je termine là-dessus, c'est que ceux qui se sont bagarrés, et vous êtes dans une ville où on garde les traces de cette bagarre, à la fois militaire, mais en même temps de compétition scientifique, de compétition culturelle. Vous voyez comment la place de la République a le palais de l'Empereur, et droit devant, au bout de l'avenue de la Marseillaise, vous avez l'université. L'université qui a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, victime. Parce que la Gestapo a descendu les professeurs de cette université, un grand nombre, en Auvergne, où elle était repliée à Clermont-Ferrand. Et donc, penser la liberté de penser, la vitalité démocratique, les moyens de condamner les pays, effectivement, qui ne respectent pas les bases. Ça, c'est aussi un enjeu de crédibilité. La Hongrie, la relation avec la Turquie, la corruption. Bref, il y en a des sujets sur la démocratie. Voilà. Donc, il faut que Allemands et Français continuent de dire ce que disait Jacques Delors et Helmut Schmidt. L'amitié franco-allemande, c'est rien d'autre que la conscience de sa responsabilité qu'on a en tant que Français et en tant qu'Allemands de continuer de faire avancer l'Europe. Eh bien voilà ma conviction de strasbourgeoise, c'est de dire, comme nous on sait quand même que pendant un siècle on a changé 5 fois de nationalité, quand même c'est pas mal d'être européen, ça reste quand même une donnée dont on ne voudrait pas sortir, eh bien voilà, on a des alliés, on a des voisins, on a un pays qui est quand même assez intéressant, puissant. Le jour où on s'y intéressera plus, on ne sera plus vraiment capable de peser. Et le jour où nos amis allemands ne s'intéresseront plus aux Français, il leur arrivera la même chose. C'est ce qu'ils sont en train de constater. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous me faites dépasser les horaires, c'est pas bien. Oui, mais on en profite. On en profite. On est vraiment très très heureux. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Monsieur qui doit être frustré au fond.